3 novembre 1960, Genève. Félix Moumié, figure de l'indépendance camerounaise, trinque dans un café discret. Quelques heures plus tard, il agonise, poison, aucun suspect arrêté. 13 janvier 1963, Lomé. Sylvanus Olympio, premier président du Togo, cherche refuge à l'ambassade américaine. 3 balles, son ambition, libérer son pays du franc CFA. 2 dates, 2 leaders décidés à couper le cordon avec Paris. 2 morts restés sans justice. Simple hasard ou signe d'une influence française prête à tout pour garder la main. Un mot commence à circuler, France-Afrique. Qui tisse cette toile? Jusqu'où s'étend-elle? C'est le fil rouge de notre enquête. « 1958, la 4e République vacille. La guerre d'Algérie divise le pays. Charles de Gaulle revient au pouvoir et propose une nouvelle communauté française aux colonies d'Afrique. Voilà quelles sont les conditions dans lesquelles, je le crois, je l'espère, nous allons tous ensemble former cette communauté franco-africaine qui me paraît indispensable. » En façade, un discours d'unité. En coulisses, une stratégie claire. Il ne s'agit pas de perdre l'Afrique, mais de l'arrimer durablement à la France. De Gaulle veut maintenir l'accès aux ressources stratégiques, garder la main sur les bases militaires, contrôler les monnaies. Il confie cette mission à son plus fidèle homme de l'ombre, Jacques Foccart, bientôt surnommé Monsieur Afrique. À partir de 1959, Foccart bâtit un réseau tentaculaire pour verrouiller l'après-indépendance. Les outils sont simples, accords de défense, coopération militaire, maintien du franc CFA et surtout envoi de conseillers français dans les palais présidentiels. En 1960, 17 pays d'Afrique francophone accèdent officiellement à l'indépendance. Les drapeaux changent, mais les dépendances demeurent. Derrière l'image d'une Afrique libre, la tutelle invisible s'installe. Et très vite, le sang coule. Au Cameroun, la rébellion nationaliste est matée dans la violence. Le nouveau président Amadou Ahidjo, allié indéfectible de Paris, écrase l'opposition. Le 3 novembre 1960, Félix Moumié, l'un des leaders historiques de l'indépendance, est empoisonné à Genève lors d'un rendez-vous avec un homme présenté comme journaliste. Il était en réalité lié au service français. La Suisse ouvre une enquête, sans suite. Le message est clair, même en exil, personne n'est à l'abri. Affranchi de toute suggestion, de toute entrave, maître de son destin, maître de ton destin, cher Togo, mon cher pays, te voilà libre enfin. Au nom du peuple togolais, je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie. En janvier 1963, c'est au tour du Togo de basculer. Le président Sylvanus Olympio, artisan de l'indépendance, est abattu au petit matin devant l'ambassade des États-Unis après un coup d'État mené par d'anciens soldats formés par la France. Olympio projetait de sortir son pays du système du franc CFA. À Paris, certains se réjouissent en privé. Dans les jours qui suivent, un homme plus conciliant est placé au pouvoir, Nicolas Grunitzky. Lui aussi renversé quelques années plus tard par Yacine Bey Yadama, l'un des auteurs du putsch. En quelques années, un modèle se dessine. Un président trop indépendant, un coup d'État le remplace. Un régime trop instable, un soutien militaire discret le renforce. De Dakar à Libreville, de N'Djamena à Abidjan, les réseaux de Foccart imposent leur logique. On parle d'assistance. Mais les ambassadeurs français se comportent en arbitre, parfois en tuteur. Au Tchad en 1968, Paris vole au secours du président Tambalbaye, menacé par une rébellion. Et lorsque celui-ci est assassiné en 1975, un autre fidèle de la France prend sa place, le général Maloum. Partout, la France installe des bases, forme les armées locales, surveille les alliances politiques. Officiellement, elle défend ses anciens partenaires. En réalité, elle protège ses intérêts stratégiques. Pendant toutes ces années, Jacques Foccart tire les ficelles depuis l'Élysée. Il place des hommes de confiance, finance des partis amis, couvre des opérations secrètes, des coups d'État, des valises de cash, des manipulations. Rien ne doit échapper au regard de Paris. Les jeunes États africains ont obtenu leur indépendance, mais la France, elle, n'a jamais vraiment quitté la pièce. Omar Bongo, au Gabon, incarne ce pacte. Il arrive au pouvoir en 1967 avec la bénédiction de la France. Son pays regorge de pétrole, les intérêts d'Alpha Aquitaine y sont majeurs. En retour, Bongo devient un pilier du système. On dit qu'il finançait tous les partis français, de gauche comme de droite.
La Côte d'Ivoire devient elle aussi une vitrine de la stabilité pro-française. Félix Houphouët-Boigny, président depuis 1960, est un proche personnel de De Gaulle. Il est choyé, écouté, parfois consulté sur les choix africains de Paris. En contrepartie, il ferme les yeux sur le rôle de la France dans la région et laisse les entreprises françaises dominer l'économie ivoirienne. Au Tchad, en 1968, la France envoie ses troupes pour sauver le président Tambal Baye, pris en étau entre rébellion et tensions ethniques. À tout moment, le gouvernement du Tchad peut faire appel à la France pour lui venir en aide, n'est-ce pas, dans une situation soit intérieure ou dans une agression extérieure. L'opération passe presque inaperçue en métropole, mais elle montre une chose, quand un allié vacille, Paris agit. Pas toujours pour les peuples, mais toujours pour ses intérêts. Et puis il y a les cas les plus troubles. En Centrafrique, Jean Bédel Bokassa prend le pouvoir en 1966. Ancien officier de l'armée française, proche de Foccart, il devient un personnage excentrique, brutal, imprévisible. En 1977, il s'autoproclame empereur et organise un sacre délirant, copié sur celui de Napoléon. Les dépenses se chiffrent en millions, financées par Paris. Mais lorsque Bokassa est accusé de massacre d'enfants, la France se désolidarise. En 1979, c'est l'opération Barracuda. Des parachutistes français débarquent à Bangui. Ils déposent Bokassa et remettent en place un président jugé plus fréquentable. Une leçon. La fidélité protège jusqu'à ce qu'elle devienne gênante. Pendant toute cette période, les diplomates français agissent comme des préfets. À Abidjan, à Libreville, à N'Djamena, ils assistent au Conseil des ministres, pèsent sur les nominations, orientent les décisions. On les appelle parfois les proconsuls de la République. Et pour cause, ils ne représentent pas la France, ils l'incarnent. Quant à Foccart, il reste au cœur du système jusqu'en 1974. Giscard d'Estaing, élu président, choisit officiellement de tourner la page. Il écarte Foccart et promet de mettre fin aux méthodes de la vieille école. Mais derrière les mots, les réseaux restent. Le système a muté, il n'a pas disparu. Dans les années 80, un nouveau nom émerge au cœur du système France-Afrique, Elf Aquitaine. Officiellement, c'est une grande entreprise pétrolière publique. En réalité, Elf devient un État dans l'État. Avec ses codes, ses caisses noires, ses hommes de l'ombre. En Afrique, Elf finance des campagnes, soutient des régimes, achète des opposants. Et surtout, elle assure à la France un accès privilégié à l'or noir du golfe de Guinée. Au Congo-Brazzaville, au Gabon, en Angola, des millions de dollars sont versés chaque année. Non pas dans les budgets publics, mais dans les circuits parallèles. Valises de cash, comptes offshore, rétrocommissions. C'est un système de corruption bien huilé. André Tarallo, surnommé Monsieur d'Afrique, d'Elf, supervise ce dispositif pendant plus de 20 ans. En 1994, la justice française commence à s'intéresser au compte d'Elf. L'enquête est longue, difficile, entravée par les silences. Mais en 2001, le scandale éclate au grand jour. Des hauts dirigeants sont mis en examen, des documents fuitent, des enregistrements révèlent les pratiques mafieuses. Au procès, Tarallo reconnaît tout ou presque. Il parle d'un système connu de tous, validé en haut lieu. Les élites françaises ont laissé faire, mieux encore, elles ont profité du système. Certains contrats pétroliers auraient coûté jusqu'à 10 millions de francs dessous de table. Au Gabon, des livraisons régulières de cash étaient exigées, parfois en billets neufs, transportés par avion. L'affaire Elf ne se limite pas à quelques hommes. Elle révèle un engrenage politique, économique, diplomatique. Un monde où les frontières entre intérêts d'État et intérêts privés se brouillent, et où l'Afrique, une fois plus, sert de tiroir-caisse. À la fin des années 1990, l'État français s'efface peu à peu des premiers rôles en Afrique, mais l'influence ne disparaît pas, elle change de visage. Ce ne sont plus les diplomates qui mènent la danse, ce sont désormais les hommes d'affaires et parfois les voyous. Un nom incarne cette mutation, Michel Thommy. Fils d'un clan corse, ancien croupier devenu magnat, il tisse un empire discret mais tentaculaire. Son terrain de jeu, l'Afrique francophone. Ses domaines, casinos, aviation, sécurité privée, marché public. À partir des années 2000, Thommy installe des casinos à Libreville, Yaoundé, Bamako. Il prête ses jeffs au chef d'État, il finance des campagnes électorales. Ses relations, des présidents en exercice, des ministres, des fils de dictateurs. Thommy ne se cache pas. Il cultive l'image d'un bienfaiteur, protecteur des élites africaines. Mais en coulisses,
les enquêteurs français et internationaux le surveillent de près. Blanchiment d'argent, corruption, marché truqué, les soupçons s'accumulent. En 2014, il est finalement interpellé à Ajaccio, mis en examen pour corruption active et blanchiment. Il est accusé d'avoir construit un réseau d'influence auprès de plusieurs chefs d'État africains. Dans ce nouveau système, la loyauté n'est plus une question de fidélité idéologique, c'est une affaire de service rendu. Et tant que les affaires tournent, personne ne pose de questions. La France-Afrique n'est plus un projet politique, c'est devenu une machine à cash, silencieuse, rentable, intouchable. Au début des années 2010, un vent nouveau souffle sur l'Afrique francophone. Mais ce n'est pas un vent d'émancipation, c'est un choc des puissances. La France, jadis omniprésente, commence à reculer, ses réseaux sont fragilisés, ses militaires contestés. Ses alliés de toujours, Bongo, Déby, Sassou Nguesso sont vieillissants ou contestés. Pendant ce temps, d'autres acteurs avancent, plus discrets, plus agressifs. La Chine, la Russie, la Turquie. La Chine investit massivement. Routes, barrages, ports, universités. Ces entreprises financent des infrastructures clés, mais les contrats sont opaques, les dettes colossales. Pékin ne parle pas de droits de l'homme, seulement de rendement. La Russie, elle, joue une autre carte. Moins d'économie, plus de sécurité, moins de diplomatie, plus de force. En Centrafrique, dès 2017, les hommes du groupe Wagner s'installent, officiellement pour protéger le régime de Faustin Archange Touadéra. Officiellement, ils sécurisent des sites miniers, s'occupent des communications et forment des gardes présidentielles. En échange, ils reçoivent de l'or, des diamants, des concessions et une influence nouvelle bien réelle. La France, elle, perd du terrain. Ses soldats sont de plus en plus mal perçus, ses partenariats militaires sont dénoncés comme néocoloniaux. En 2022, l'opération Barkhane lancée contre les groupes djihadistes au Sahel est un échec stratégique. Le Mali expulse les forces françaises, le Burkina Faso suit. Les drapeaux russes apparaissent dans les rues et les discours anti-français se banalisent. Mais dans l'ombre, les réseaux mafieux français, eux, continuent d'opérer. Ils changent de méthode, pas d'objectif. Trafic de cocaïne entre le golfe de Guinée et l'Europe, blanchiment immobilier à Abidjan, société de sécurité privée dirigée par d'anciens militaires, fuite de capitaux à grande échelle dans les banques de Dubaï ou du Luxembourg. L'Afrique reste un terrain d'influence, mais ce n'est plus un terrain monopolisé. C'est devenu une jungle géopolitique où mafia, États, sociétés privées et groupes armés s'affrontent à huis clos. Et dans ce chaos silencieux, une question revient lancinante. La France a-t-elle vraiment quitté l'Afrique ou s'y est-elle simplement déguisée ?